Madame et Messieurs les chefs de juridiction, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les magistrats, fonctionnaires, partenaires quotidiens de la justice, Mesdames et Messieurs, avant d'échanger ensemble, je voudrais rappeler brièvement les principes qui guident notre action sur les 5 chantiers de la justice que nous avons lancés, Madame la Ministre, ensemble, au mois d'octobre dernier, au Palais de justice de Nantes. Ces 5 chantiers, la simplification de la procédure pénale, la simplification de la procédure civile, la réflexion sur le sens de la peine, la transformation numérique et l'organisation territoriale, viennent illustrer l'engagement qui a été pris par le Président de la République en faveur de la justice, en faveur de celles et ceux qui l'administrent, en faveur de tous les professionnels du droit et donc, in fine, en faveur des justiciables. Vous ne vous en souvenez probablement pas, mais je m'en souviens pour ma part parfaitement. En juillet dernier, dans ma déclaration de politique générale, c'est-à-dire dans le discours qui est fait pour la première fois par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale nouvellement élue, au terme duquel la confiance peut être donnée au gouvernement, j'avais rappelé la nécessité de placer la justice au cœur des priorités de ce quinquennat. Et j'avais annoncé la préparation d'une loi de programmation qui placerait haut la barre de nos ambitions et qui donnerait au ministère et à ceux qui le font vivre les moyens nécessaires à une transformation en profondeur. Afin de concrétiser cette priorité, et dans un contexte que vous connaissez, qui est un contexte de maîtrise, voire à certains égards de réduction de la dépense publique, nous avons tenu à ce que le budget de la justice progresse de plus d'1 milliard d'euros durant les 5 années à venir. Nous avons également annoncé la création de 6 500 emplois, d'abord pour combler les vacances de poste dans les juridictions et les établissements pénitentiaires, et ensuite pour accompagner les réformes que nous voulons mettre en œuvre. Comme pour beaucoup d'autres transformations, nous avons convenu d'une méthode. Cette méthode, c'est celle d'une approche transversale qui englobe la justice pénale et la justice civile, qui traite de tous les métiers, de toutes les missions du ministère de la Justice, qui s'appuie sur toutes les opportunités qu'offre le numérique, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais qui tient en compte en permanence des plus fragiles, de ceux qui ont le plus besoin de la justice, et que la justice effraie trop souvent. L'objectif est simple, bâtir une justice efficace, rapide, accessible à tous sur l'ensemble du territoire. Une justice qui permette à ces professionnels de se concentrer sur leurs missions essentielles, tout en les libérant de contraintes souvent inutiles. La situation que vous connaissez, que vous vivez pour beaucoup d'entre vous, requiert une action urgente et nous avons donc voulu agir rapidement. Mais agir rapidement, ça ne veut pas dire agir sans prendre le temps de la concertation, le temps de la discussion, le temps de l'échange. Parce que j'en ai la conviction, de même que les bonnes décisions sont souvent mûries, les bonnes réformes doivent partir des réflexions, des difficultés, des défis que rencontrent les professionnels sur le terrain. Depuis le mois d'octobre dernier, les référents, le binôme de référents des 5 chantiers, ont travaillé en analysant, en prenant en compte l'ensemble des rapports qui avaient déjà été produits sur les sujets qui nous occupent, en consultant largement les organisations syndicales, les ordres professionnels, les représentants de la société, le défenseur des droits, la contrôleur des prisons. Je veux les remercier très sincèrement de cette implication et de ce travail fourni, sérieux, rigoureux. Depuis 2 mois maintenant, ces propositions font l'objet d'une 2e série de consultations. Le futur projet de loi portera la marque de tous ces échanges menés sur l'ensemble de notre territoire. Il se nourrit, je crois, que c'est très perspectible dans les mesures que nous allons détailler, du quotidien. Du quotidien aussi des citoyens qui, lorsqu'ils franchissent les portes des juridictions, balancent immanquablement entre espoir et angoisse. La concertation n'est pas achevée, elle se poursuivra la semaine prochaine, elle se poursuivra avec la présentation détaillée du projet aux organisations syndicales, avant
la transmission au Conseil d'État. Et bien entendu, elle se poursuivra, comme c'est la loi et comme c'est indispensable, pendant le débat parlementaire qui permettra évidemment d'enrichir nos propositions. La semaine passée, le président de la République s'est rendu à Fresnes et il a présenté les grands axes de sa politique pénale et du plan pénitentiaire. Comme lui, je mesure le travail des surveillants et l'encadrement pénitentiaire et je crois que nous devons, aux prisonniers comme aux surveillants, une réponse à la hauteur de leurs attentes qui sont grandes. Je me concentrerai aujourd'hui, pour ma part, sur les autres chapitres du projet. Le président de la République l'a rappelé, la réponse pénale, ça n'est pas uniquement l'enfermement. La réponse pénale, c'est aussi se préoccuper de l'activité des prisonniers durant leur temps d'incarcération et de la préparation à leur réinsertion dans la société, à leur sortie. D'où la nécessité d'avoir une approche équilibrée, c'est-à-dire être rapide et ferme dans l'application des sanctions, en particulier pour les personnes condamnées à des peines supérieures ou égales à 1 an, mais en même temps ne pas désocialiser inutilement des personnes condamnées à de très courtes peines, poser clairement l'orientation d'une exécution de peine hors les murs pour les peines inférieures à 6 mois, laisser la liberté au juge d'application des peines d'apprécier la meilleure manière d'exécuter une peine inférieure à 1 an. Et lui offrir plusieurs possibilités d'aménagement des peines, notamment grâce aux propositions de l'excellent rapport Layani-Paris, travaux d'intérêt général, placement extérieur, hébergement pour personnes sous bracelet. À Nice, samedi dernier, j'ai évoqué à l'occasion de la présentation de la police de sécurité du quotidien la qualité du travail mené dans le cadre du chantier simplification de la procédure pénale. Un travail qui, je crois, a permis de trouver le juste équilibre entre la simplification d'un côté et la préservation indispensable des libertés de nos concitoyens de l'autre. Et je crois que c'est un des plus grands succès, en tout cas un des aspects les plus intéressants, les plus notables de cette consultation. Elle a réussi à prendre en compte les préoccupations des magistrats et des policiers, lesquels sont très souvent, trop souvent à mon sens, présentés comme inconciliables. Ces mesures de simplification ne visent pas seulement le travail des enquêteurs, mais le parcours des victimes et bien sûr le travail des magistrats et des fonctionnaires. L'objectif est d'essayer, dans la mesure du possible, de réduire les délais inutiles. Vous pourrez, monsieur le directeur des affaires criminelles et des grâces, répondre aux questions qui ne manqueront pas d'être posées sur ce sujet. Pendant la concertation, les chefs de juridiction nous ont incités à mettre en place un tribunal criminel pour les crimes qui se situent, on m'avait proposé de dire les crimes les moins graves. Je ne suis pas sûr qu'ils soient les moins graves, je ne suis pas sûr que le terme soit le plus adapté. Je propose de dire que ceux qui se trouvent en bas de l'échelle en la matière. Et l'objectif de ce tribunal criminel, c'était de désengorger les cours d'assises et aussi, bien entendu, de limiter la détention provisoire. J'ai parfaitement conscience des questions et des questions de principe que cela pose. Et il n'est évidemment pas question de supprimer les cours d'assises, non plus d'ailleurs que de supprimer le droit de nos concitoyens de participer à la décision de justice. Mais je pense que nous pouvons aussi regarder la réalité en face, telle qu'elle est, et faire le constat évident qu'aujourd'hui, certains crimes sont requalifiés en délit pour être correctionnalisés et jugés plus rapidement. J'ai donc accepté le principe d'une expérimentation où, dans certains ressorts, et pour une durée à débattre, les cours d'assises se concentreraient sur les crimes les plus graves, notamment en matière de récidive, et sur l'appel. Le gouvernement, le Parlement, les avocats, les magistrats pourront ainsi mesurer les conséquences de ce changement et nous verrons ensemble s'il y a lieu ou non de généraliser cette expérimentation et si oui, sous quelles conditions. Au-delà de ce volet pénal, la réforme comporte un volet civil tout aussi ambitieux. J'ai pu constater par moi-même l'engagement sans faille de bénévoles qui participent pleinement au service public de la justice en favorisant, nous l'avons vu au sein de ce tribunal,
le recours à la conciliation. Je m'en réjouis parce que je souhaite que se poursuive le développement des modes alternatifs de règlement des conflits. La loi dont sera saisi le Parlement favorisera donc le recours à la médiation, en généralisant la possibilité pour le juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. La conciliation préalable obligatoire sera également généralisée pour les litiges inférieurs à 5 000 €. La représentation obligatoire par avocat sera également étendue, non pas pour faciliter le travail du juge, mais pour permettre une meilleure défense du justiciable dans des contentieux complexes pour lesquels il est illusoire, je crois, de penser que l'on pourrait se passer d'un professionnel du droit pour défendre sa cause. Nous connaissons tous le célèbre adage, celui qui se défend lui-même a un imbécile pour avocat. Nous allons non pas lui donner vie, mais essayer de limiter le problème qu'il pose. Simplifier notre procédure civile, c'est aussi simplifier la vie de nombre de nos concitoyens qui ont affaire à la justice dans leur quotidien. Parce qu'ils connaissent une séparation, parce qu'un de leurs proches a besoin d'être protégé, parce qu'ils ont un différend avec leurs voisins, avec leurs locataires. Donc l'idée, c'est de simplifier la procédure civile et de simplifier les démarches de tous ceux qui en ont besoin, mais de ne faire intervenir le juge que lorsque cela est vraiment nécessaire. Le projet de loi encouragera donc le recours à des mesures de protection non judiciaires, comme l'habilitation familiale qui existe, et il allègera les formalités de gestion du patrimoine pour les tuteurs ou les curateurs, ou encore le contrôle des comptes de tutelle. Nous expérimenterons aussi une déjudiciarisation des demandes de révision de pensions alimentaires dans des dossiers simples. Nous devons également tirer pleinement parti du potentiel qu'offre le numérique et offrir aux justiciables dans leur ensemble, pour des litiges simples, des procédures dématérialisées de la saisine jusqu'à la décision, en tout cas pour ceux qui en expriment le souhait. Alors, s'agissant du numérique, je connais le scepticisme de certains magistrats, de certains fonctionnaires, de certains Français, scepticisme qu'il m'est arrivé de partager, je ne vous le cache pas, et qui est parfois justifié par les expériences passées qui ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Mais reconnaissons aussi que la révolution numérique est en marche, qu'elle permet à des millions de Français d'effectuer leurs formalités bancaires, d'acheter, de découvrir. Bon. Et donc ça existe. Il n'y aurait rien de pire que de passer à côté de la révolution numérique. Il y a quelques jours, j'ai posé la question à Mounir Mahjoubi, qui est le secrétaire d'État au numérique, qui est un peu le geek du gouvernement, de me dire où on en était s'agissant des transformations de l'action administrative, de l'action publique liée à la révolution numérique. Et il me confiait que le schéma directeur informatique du ministère de la Justice, c'est-à-dire ce que nous allons mettre en œuvre, était le plus abouti de tous ceux qu'il avait eus sous les yeux. Dans ce domaine, comme dans d'autres, le numérique irrigue tous les pans de la réforme et va conditionner sa bonne mise en œuvre. En particulier, il doit nous permettre d'aborder de façon différente la question un peu lancinante de l'organisation territoriale de la justice. Donc je sais parfaitement qu'elle est une source d'inquiétude dans beaucoup de départements. Et avec la garde des Sceaux, nous avons voulu aborder cette question sous un angle nouveau. D'abord, que constate-t-on? Pour moi, qui n'ai connu que l'ordre juridictionnel administratif, qui est au fond assez simple, j'ai contemplé, non sans surprise, je l'avais appris pendant mes études, mais enfin, je l'ai recontemplé récemment, non sans surprise, l'atlas de la justice judiciaire en France. Tribunaux d'instance, tribunaux de grande instance, cours d'appel, chambre détachée, pôle criminel, pôle économique, juridiction interrégionale spécialisée, tribunal des baux ruraux, prud'homme, tribunal de commerce, tribunaux des affaires de sécurité sociale. C'est une belle carte. Ces juridictions ont toute leur légitimité. Mais je pense que nous pouvons convenir que pour le justiciable, et pas seulement pour le justiciable, pour l'élu local que j'ai longtemps été aussi, l'organisation est pour le moins complexe. Parlons des ressorts et des compétences. Les justiciables se plaignent parfois d'être renvoyés d'un greffe du tribunal de grande instance au tribunal d'instance d'une autre ville du département. Parlons de l'organisation interne. Les magistrats et les fonctionnaires évoquent des surcharges de travail cycliques ou irrégulières dans les juridictions de taille plus réduite, au gré des congés, au gré des maladies, au gré des congés maternité, au gré des vacances de poste. S'y ajoute parfois
les conflits de compétences. Enfin, certaines cours ont des effectifs insuffisants pour spécialiser des magistrats sur les contentieux les plus techniques ou les plus massifs, si bien que la spécialisation et la collégialité, qui sont toujours prônées, demeurent assez souvent au stade de principe. Parlons de la politique pénale et des relations avec les autres administrations. Les préfets me disent qu'ils peuvent parfois se trouver en face de dizaines d'interlocuteurs judiciaires. Alors qu'allons-nous faire ? La ministre en discutera à nouveau la semaine prochaine avec les organisations syndicales, mais nous pouvons déjà donner quelques orientations sur l'ambition et sur la méthode. D'abord, nous voulons simplifier la vie du justiciable. Simplifier la vie du justiciable, c'est offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent de s'adresser à la justice en ligne. Mais c'est aussi préserver l'intégralité des sites existants, des sites géographiques existants, et permettre à chacun, et en particulier à ceux qui ont besoin d'écoute et de conseils, de saisir la justice de n'importe quel litige, dans tous les lieux de justice, à proximité de chez lui, et sans qu'on le renvoie d'un greffe à un autre. Simplifier, c'est aussi fusionner les juridictions de la grande instance et de l'instance. Pas pour fermer les tribunaux d'instance, aucun ne sera fermé, mais pour que, avec la réforme des modes de saisine, les compétences des uns et des autres soient transparentes pour le justiciable. Et aussi pour offrir aux magistrats les souplesses de gestion nécessaires. La fusion de juridictions crée la possibilité de déplacer des contentieux pour les rapprocher du justiciable et pour les traiter de façon optimale. Pourquoi ne pas confier à un juge d'une juridiction de petite taille et qui n'effectuerait pas un temps plein le soin de tenir des audiences de juge aux affaires familiales ou de juge unique correctionnel ? Les magistrats et les fonctionnaires continueront à être affectés sur les sites des juridictions d'instance. L'activité y sera naturellement maintenue et il est probable qu'elle puisse être renforcée pour alléger le site principal du TGI et pour se rapprocher toujours plus du justiciable. S'agissant de l'organisation des tribunaux de grande instance, même principe. Aucun site ne sera fermé, aucun tribunal ne sera renommé, mais la loi prévoira des souplesses de gestion qui devront être proposées localement. Les chefs de juridiction, en concertation avec les magistrats et fonctionnaires des juridictions, auront la possibilité de présenter aux chefs de cour des propositions d'organisation territoire par territoire. Ils auront la possibilité de proposer ces adaptations. En clair, ne pas déplacer les personnes, mais se donner la possibilité de mieux répartir les contentieux sur un même département dans le respect des principes de collégialité et de spécialité et de spécialisation. La même démarche pourrait être suivie pour la coordination des politiques publiques de la justice, politique pénale, politique d'accès au droit, politique d'aide aux victimes, sur proposition des procureurs. Pour les cours d'appel, nous pensons qu'il faut procéder par voie d'expérimentation. Des premiers présidents et des procureurs généraux pourront assurer, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle des autres chefs de cour, des fonctions d'animation et de coordination pour plusieurs cours d'appel situés dans une même région. De la même manière, certains contentieux civils spécialisés pourront être regroupés dans une cour d'appel qui traiterait de ce contentieux pour l'ensemble de la région. Ces expérimentations devront reposer sur une approche consensuelle, sur une approche discutée, sur une approche qui partira des territoires, pas seulement entre magistrats et greffes, mais aussi avec les barreaux et avec les élus. La création et l'organisation du parquet national antiterroriste répondent à la même logique de proximité. Le futur procureur en charge du terrorisme pourra s'appuyer sur des magistrats délégués dans les parquets territoriaux, véritable courroie de transmission entre la réalité de la radicalisation dans leur ressort et les équipes nationales spécialisées de lutte contre le terrorisme. Ces magistrats, en cas de survenance d'attentats sur n'importe quel point du territoire, auront compétence pour diligenter les actes pour le compte du procureur national. Pas de grand soir de la carte judiciaire, donc. Nous faisons le pari d'une réforme managériale qui part du terrain beaucoup plus que d'une carte judiciaire nouvelle qui serait imposée par le haut. Cela fait près de 10 mois que j'occupe Matignon, mais ces 10 mois ne m'ont absolument pas
changé dans ma conviction profonde forgée par une expérience finalement assez longue d'élu local. Tout ne se joue pas à Paris. Tout ne s'y décide pas. L'esprit de système, cher aux amateurs de l'esprit cartésien, ne permet pas toujours de saisir ce qu'il est possible de faire sur un territoire, soit parce que la géographie, les équilibres, la volonté, les hommes, les femmes peuvent le tenter, l'expérimenter, le développer.